Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'Exclu, une production Roubaix Web qui dorénavant prendra l'antenne une fois par semaine. Alors juste puisque c'est la première, je vous précise que l'idée c'est d'avoir des entretiens avec des personnes, des personnalités qui ont toute une raison d'être là et qui auront du temps, 25 à 30 minutes en moyenne, pour s'exprimer, pour qu'on puisse les connaître, qu'on puisse approfondir des questions, des sujets. Les deux maîtres mots de cette émission seront la profondeur et l'authenticité. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir le maire de Roubaix, le nouveau maire de Roubaix, Alexandre Garcin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes nouveau maire, élu le 11 décembre 2025, conseiller maire lors du conseil municipal extraordinaire qui a fait suite à la démission de Guillaume Delbar. Alors, rapidement, on sait que vous étiez adjoint au maire. Vous avez suivi Guillaume Delbar dans la première mandature déjà en 2014. Alors, vous êtes décrit plutôt comme un centriste, mais vous pourrez peut-être nous en dire plus. Vous êtes conseiller métropolitain à la métropole européenne de Lille. Et puis, vous avez notamment travaillé à Roubaix sur des questions politiques liées à la transition écologique, le zéro déchet, l'économie circulaire, la mobilité depuis le second mandat, l'espace public et la voirie. Alors, peut-être pour commencer, et puis pour que tout le monde puisse vous découvrir, est-ce que vous pouvez vous présenter en une bonne minute ? Oui. Donc, j'ai 48 ans. Je suis père de 3 enfants, marié. Et je suis rentré dans la vie politique il y a 12 ans maintenant. Plutôt comme dans la démarche d'un engagement citoyen. Je n'étais pas dans un parti politique, je n'étais pas animé par une ambition politique, mais plutôt par l'idée de m'engager à titre de citoyen. Et j'avais monté une liste citoyenne à l'époque qui ensuite a fusionné avec Guillaume Delbar. Et en fait, un peu par hasard, je suis rentré dans la vie politique et finalement je suis passionné de Roubaix et de participer à la transformation de cette ville. Est-ce que vous êtes en politique à temps plein ou est-ce que vous avez aussi à côté des activités professionnelles ? Jusqu'à aujourd'hui, j'avais un travail à côté. Je travaille dans un groupe de construction sur des projets de recherche et développement liés à la transition écologique justement, aux mobilités, aux énergies renouvelables par exemple. D'accord. Et alors, vous avez précisé à plusieurs reprises dans des interviews ou alors des discours que vous n'étiez pas né à Roubaix, mais que ça avait été un choix, que vous avez décidé de vous y installer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur justement ce qui vous a motivé à venir ici et puis peut-être d'où vous venez aussi ou quel est le parcours qui vous a amené là ? Moi, je suis un citoyen du monde. J'ai grandi en Asie. Je me suis toujours vu comme un citoyen du monde. J'arrive en France à l'adolescence, on va dire à 15 ans. Et je me suis posé cette question pendant très longtemps de savoir d'où je venais, où je devais habiter. Tout le monde n'a pas ce genre de questions, mais moi, c'est la question que je me suis posée pendant très longtemps. Et par une opportunité professionnelle, j'arrive dans le Nord et je m'installe à Roubaix. Et puis finalement, je m'installe à Roubaix par choix à l'époque. Et puis je tombe amoureux de cette ville où je suis toujours 16 ans plus tard. D'accord, donc c'est avant de faire de la politique que vous avez choisi Roubaix. Très bien. Et alors, quand est-ce que vous vous dites, à Roubaix, je vais m'engager, je vais faire de la politique, je vais proposer, je vais participer ? À quel moment est-ce que vous vous dites, c'est quoi le déclic qui fait que vous êtes arrivé là ? Alors moi, je suis un passionné des enjeux d'écologie. Et en 2013, ça s'est passé comme ça vraiment. C'est-à-dire qu'un matin, j'écris une lettre à Jean-François Caron, le maire de Los-en-Gohelle, qui est dans le Pas-de-Calais, un des maires un peu le plus engagé, très engagé sur la transition écologique en France. C'est d'ailleurs même la seule visite de la COP21 qui s'est faite en dehors de Paris, c'était à Los-en-Gohelle à l'époque. Et je lui écris donc presque une lettre d'amour en disant ce que vous faites c'est génial et je suis admiratif de ce que vous faites. Et suite à ça, il m'amène à rencontrer son directeur de cabinet, puisqu'il était vice-président à la région. Puis je rencontre d'autres personnes. Et puis de fil en aiguille, j'arrive à rencontrer d'autres interlocuteurs à Roubaix, à l'époque Léonard Delcourt, qui me dit tiens, je monte ma liste citoyenne, est-ce que tu viens avec moi ? Et puis je dis allez. Et on écrit ensemble un projet. On commence à réfléchir à ce qu'il faudrait faire à Roubaix. Et puis toutes ces idées, finalement, on les a apportées dans le projet de Guillaume Delbar en 2014. D'accord. Et alors, quand on dit justement que vous êtes centriste, est-ce que c'est parce que vous avez un parti politique auquel vous participez ? Est-ce que c'est plus une étiquette ? Aujourd'hui, je n'ai pas d'étiquette politique. Je me définis
Enfin, moi, je suis sensible. Enfin, je pense qu'à l'échelle d'une ville, en fait, les étiquettes politiques, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on veut proposer pour la ville. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je pense que être de droite à Roubaix, c'est être sans doute beaucoup plus social que être de gauche à Neuilly-sur-Seine, vous voyez. Euh, c'est Oui. c'est pas ça qui définit la politique d'une ville. Moi, j'ai des convictions en termes d'écologie, j'ai des convictions aussi en termes de sécurité. Je pense que l'ordre, c'est nécessaire, par exemple, mais j'ai aussi des convictions sociales. Je suis un peu de partout, quoi, quelque part. D'accord. Et donc, c'est pas. Oui, on peut dire que je suis centriste à défaut d'être vraiment de gauche ou vraiment de droite, quoi. Voilà. Très bien. Mais on va y revenir hein, peut-être justement dans la deuxième partie là, de cette émission. Euh, Peut-être juste pour terminer de parler de l'humain derrière l'écharpe tricolore. Si Roubaix était une couleur, une musique ou un plat, ce serait quoi pour vous ce fameux portrait chinois? Ah, ce serait multicolore. Et est-ce que vous avez quelque chose, une anecdote ou est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, une histoire que vous pourriez comme ça raconter et qui permettrait de comprendre un peu voilà, l'image que vous avez de Roubaix, vous, personnelle? Moi, ce qui me touche le plus à Roubaix, parce que j'étais adjoint à la voirie, c'est quand je vais dans une rue, que je vais à la rencontre des habitants et que je me retrouve à un moment donné avec quasiment toute la rue qui arrive autour de moi et puis on discute tous ensemble. Et souvent d'ailleurs, ça se termine à prendre un café ou un verre chez un des habitants de la rue. Et ça, c'est tellement Roubaix. Cette, ouais, cette humanité, cette gentillesse et puis ce, cet esprit de rue qui fait que tout le monde se connaît et finalement tout le monde arrive à très bien vivre ensemble. Et ça c'est Roubaix. Voilà. Très bien. Alors justement, on va peut-être parler maintenant plutôt côté bah, là, expertise, vision politique, vision de la ville. On va peut-être commencer par le début, en tout cas le début de votre nouveau mandat. Vous succédez à Guillaume Delbarre. Où est-ce que se situe la continuité ou la rupture? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes là maintenant dans une continuité stricte de ce qu'a fait Guillaume Delbarre du point de vue politique, là, ces 12 dernières années? Ou est-ce qu'il y a quand même une distinction à faire? Et si oui, laquelle? Ouais, moi, Alors d'abord, j'ai été loyal à Guillaume Delbarre jusqu'au bout. Je crois enfin, j'ai cru en Guillaume et en sa proposition pour la ville de Roubaix. Je m'inscris dans la continuité en termes de projet. La rupture, ce sera sans doute dans ma manière plus personnelle de faire les choses, dans les propositions peut-être différentes que je pourrais faire à l'avenir. Mais les projets qu'on a engagés ensemble avec Guillaume Delbarre et avec l'ensemble de l'équipe, je vais continuer de les porter, que ce soit sur la rénovation urbaine, sur la réalisation du tramway, sur les projets autour de l'éducation qui sont portés par ma collègue Dalila Cherigui. Voilà, donc et sur la sécurité également, je pense que je m'inscris dans cette continuité-là. D'accord, et de toute façon, on va pouvoir en parler un petit peu de ces sujets-là. Mais juste pour terminer sur cette question de la transition à la mairie de Roubaix, bon, comment vous avez, vous, vécu les affaires judiciaires qui ont conduit à la démission contrainte de Guillaume Delbarre? Parce que c'est une affaire qui a quand même démarré juste après le deuxième mandat de Guillaume Delbarre. Ça a duré des années. Et puis là, on a eu une décision de la Cour de cassation, l'instance suprême en France. Vous, comment vous avez vécu ce temps-là et la décision finale? D'abord, lorsque j'apprends qu'il y a un sujet de procès, c'est un peu comme le 11 septembre. Je sais exactement où je suis. Je me souviens très bien. C'est un journaliste de Mégacité qui m'appelle et qui me parle de ça. Et je suis au volant. Je sais exactement où à Roubaix. Un choc. Et j'apprends ça comme un choc, oui, effectivement. Voilà, ça a généré aussi beaucoup de colère, enfin, contre ce qui a pu être fait, et qui, pour moi, a entaché effectivement toutes les actions et tout ce qu'on pouvait mener de positif pour la ville, qui était pas gâché, mais en tout cas entaché par cela. Donc oui, il y a une solidarité parce que moi j'ai toujours pensé que Guillaume Delbarre n'avait pas été acteur de cela. Oui, c'est un choc et beaucoup de colère au départ. Et puis voilà, je ne vous cache pas que j'ai encore de la colère par rapport à ça. D'accord. Et alors, la décision finale, est-ce que vous étiez préparé
aux conséquences justement de la décision et au fait que ça allait peut-être vous amener à prendre une place peut-être plus importante? On se préparait à tous les scénarios, voilà. Après, entre se préparer et vraiment l'envisager, il peut y avoir quand même une différence, mais oui, on s'y était préparé un petit peu. Est-ce que vous, vous pensez ou est-ce que vous avez constaté que ça a eu quand même un impact? Le fait qu'il y a eu un premier jugement, qu'il y en a eu un deuxième, ça a pris des années. Est-ce que ça a eu un impact sur les décisions qui devaient être prises dans la ville? Alors, je pense pas que c'est une conséquence sur la politique qu'on a menée. C'est-à-dire que notre envie de transformer de la ville et d'apporter une meilleure qualité de vie aux Roubaisiens et répondre aux enjeux sociaux des Roubaisiens, on l'a toujours eu et on va continuer à l'apporter. Par contre, effectivement, la visibilité, la mise en visibilité de nos actions a été réduite par cette affaire. Et alors, vous avez eu donc deux casquettes, enfin une deuxième qui s'est ajoutée à la première. Quand on disait en début d'interview la transition écologique, le zéro déchet, puis après ça arrivait à la mobilité, l'espace public et la voirie. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de ces thématiques-là à Roubaix, qui sont a priori le cœur de votre sujet? Et ensuite, dans un deuxième temps, comment maintenant que vous avez pris les fonctions de premier magistrat, qui allait avoir quand même chapeauté tout ce qui se passe dans la ville, comment est-ce que vous allez faire la transition entre les deux? Est-ce qu'il va y avoir justement de votre part peut-être quand même une mise de côté de ces sujets qui étaient au cœur de votre engagement? Ou est-ce que au contraire ça va alimenter peut-être une... alors allez-y. Bah, moi, mon engagement, effectivement, sur la transition écologique, il s'est focalisé sur le projet du zéro déchet, de l'économie circulaire, qui se traduit très concrètement sur le projet zéro déchet par un mieux-être, enfin, une, une amélioration non seulement de la quantité de déchets, mais finalement aussi par un bénéfice social avec une augmentation du pouvoir d'achat des familles qui se sont engagées dans cette démarche. Et ça, c'est quelque chose de très concret, avec des témoignages qui sont assez bouleversants de gens qui ont changé leur mode de consommation et qui ont gagné en pouvoir d'achat et en qualité de vie. Donc voilà, ça c'était un des projets majeurs, notamment du premier mandat. Ensuite, tout ce projet autour du zéro déchet nous a permis de développer aussi l'économie circulaire, des projets comme Tissel, qui est donc une usine que la ville a rachetée sur ce mandat de 11 000 m² dans laquelle on a mis en œuvre et installé plein d'entreprises autour de l'économie circulaire. C'est aujourd'hui 100 emplois sur ce site qui est à la fosse aux Chênes. La transition écologique, c'est aussi la réduction de nos émissions carbone. Aujourd'hui, on est sur une trajectoire de moins 75% à 2030 sur le patrimoine de la ville de Roubaix en termes d'émissions carbone. Et puis, il y a effectivement les mobilités. Alors, sur les mobilités, on a fait pas mal de choses. On a mis les trottinettes en libre service. On était la première ville de la métropole à se lancer là-dedans. Et à Roubaix, ça continue d'avoir un succès assez incroyable. C'est 300 000 déplacements par an. On a également créé un certain nombre d'infrastructures cyclables qui manquaient et qui permettent du coup de se déplacer aussi bien à vélo qu'en trottinette, plus en sécurité. On a travaillé à réduire la vitesse pour davantage de sécurité routière pour les habitants. Et puis on a aussi requalifié, on est en train de requalifier l'avenue de Lorry, on a requalifié un certain nombre d'axes, le quai du Sartel, sur lequel on a aussi largement végétalisé pour préparer la ville demain à un réchauffement climatique et puis pour améliorer le cadre de vie. Voilà. Toutes ces thématiques, bien sûr que je vais continuer de les porter parce que c'est une conviction très forte que c'est la bonne solution pour préparer l'avenir. Par contre, ce n'est pas moi directement maintenant qui vais les faire. J'ai délégué la voirie et les espaces publics à mon collègue Jean Deroy, et puis j'ai délégué la transition écologique à ma collègue Isabelle Doutreloin. Donc voilà, je serai bien sûr très attentif à tous ces sujets-là, mais effectivement, je vais avoir une vision beaucoup plus large de tous les chantiers de la ville. Justement, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Du coup, maintenant que vous êtes maire, c'est quoi pour vous les enjeux, les gros défis, les grands challenges, là où vous allez très vite, peut-être vous avez déjà commencé, mettre votre attention et votre énergie? Il y a les chantiers en cours, et dans les chantiers en cours, il y a le nouveau tramway Tourcoing-Roubaix-M et puis Roubaix-Waterloo. Donc ça, c'est un chantier qui n'est pas encore visible d'un point de vue en termes de travaux,
mais il y a déjà des choses qui commencent à se préparer. Il y a une enquête publique qui est en cours et c'est important que les Roubaisiens y répondent. Je pense que voilà, si vous êtes pour que ce projet se fasse, il faut le dire. Donc il y a le tramway, il y a la rénovation urbaine sur l'Alma, sur les Peuls, sur le Pile, sur les Trois Ponts, avec des nouveaux équipements. Alors, Avec, c'est quoi votre position, ouais. pardon, hein, mais votre position sur ces polémiques, j'ai envie de dire, qu'ils peuvent avoir au niveau local sur justement la rénovation urbaine? On a vu passer quand même beaucoup de manifestations, là, j'allais dire. Votre position par rapport à ça, c'est quoi? Alors, les oppositions sur la rénovation urbaine, elles se concentraient sur la démolition de quelques bâtiments à l'Alma et puis sur la rénovation d'une courée à l'Épeule. En gros, c'est ça. Euh, dans les deux cas, moi, je pense qu'il faut aller au bout de ce projet. C'est extrêmement compliqué de remettre en cause des projets dans le cadre de la rénovation urbaine, puisqu'ils ont été décidés en fait quasiment il y a 10 ans, hein, tous ces projets. C'est pas nouveau. C'est compliqué parce que les sommes versées par l'État sont bien là. Elles sont aujourd'hui disponibles pour ces travaux. Si jamais on devait appuyer sur le bouton pause, on ne sait pas quand on redémarre, on ne sait pas si on aura cet argent. Donc on met en risque la rénovation urbaine de ces quartiers. Donc, voilà, ces projets, il faut les continuer. Après, il y a peut-être des petits ajustements qui sont possibles, mais globalement, il faut les continuer. Et il faut avoir en tête aussi qu'un quartier comme l'Alma, dès le départ, il a été extrêmement critiqué sur sa réalisation. Dès le départ, à l'Alma, les parkings ont été fermés. C'est-à-dire que depuis la création des parkings, ils sont neufs aujourd'hui, hein, quasiment comme neufs. Donc les parkings, ils ont été condamnés parce qu'ils avaient posé des problèmes de sécurité. Voilà, on oublie que en fait, ces quartiers-là, oui, certes, c'était une, une conception architecturale très neuve et dans la méthode, notamment avec les habitants, mais c'est aussi des quartiers dans lesquels, dès le départ, on a eu des problèmes. Et donc aujourd'hui, on hérite de ces problèmes et la solution qui a été trouvée, c'est de démolir un certain nombre de ces bâtiments. Voilà. Sur la sécurité justement que vous évoquez, est-ce que, alors pour vous, c'est quoi la problématique de la sécurité à Roubaix? Est-ce que, en tant que maire, vous pensez qu'il y a quand même un rôle qui revient à la mairie? Parce qu'on sait que c'est quand même aussi des sujets qui sont pilotés à d'autres niveaux, mais vous, en tant que maire, cette question de la sécurité, comment vous la percevez? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors il y a un sujet de sécurité, il y a un sujet de tranquillité publique. Donc quand je parle de tranquillité publique, je parle des night shops, je parle des salles de fête qui n'auraient pas existé. Donc et puis en termes de sécurité, il y a tout ce qui est trafic de drogue, deal, et puis aussi la criminalité. Aujourd'hui, la ville de Roubaix est équipée de 480 caméras de vidéosurveillance avec un centre de supervision urbain. On a démultiplié la capacité de la police municipale à agir. Mais donc on peut continuer et on va continuer à mettre davantage de vidéosurveillance et à rendre nos rues plus sécures. Pour autant, on arrive à la limite en termes d'action de la ville sur un certain nombre de points. Parce que lorsque la ville fait un arrêté, les amendes qui sont liées sont insuffisamment élevées. Voilà, si la ville fait un arrêté typiquement sur la fermeture de night shop, quand elle passe pour mettre une amende, elle peut passer tous les soirs, mais l'amende c'est 135 euros. Si c'est une amende liée à un arrêté préfectoral, c'est 1500 euros. Donc en fait, la ville n'a pas les moyens aujourd'hui de faire appliquer un arrêté et faire en sorte qu'il soit respecté parce que les amendes ne sont pas assez élevées. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que la police municipale, par exemple, devrait avoir plus de possibilités d'agir, plus de moyens? Il faut que pour que les arrêtés municipaux, pour que les décisions qui sont prises par le maire à l'échelle de la ville soient respectées, oui, il faut qu'on ait une police qui a davantage de moyens, avec une capacité de mettre des amendes plus élevées, avec une capacité à agir de façon plus efficace. Il y a une loi qui est en cours sur la police municipale à l'Assemblée nationale. Donc voilà, c'est un sujet, par exemple, sur lequel je vais me pencher tout particulièrement pour faire en sorte que l'État nous donne, et l'Assemblée nationale hein, par ailleurs, nous donne les moyens d'avoir une loi qui nous permette de faire respecter la sécurité et la tranquillité publique sur la ville. Et si on devait donc garder en tête un seul défi, celui qui est pour vous le plus grand? Alors le défi pour moi, c'est l'éducation, c'est les enfants, c'est nos enfants. C'est-à-dire qu'en fait, on est une ville extrêmement jeune.
50% de la population a moins de 30 ans. On a une ville qui a 50 écoles publiques, plus toutes les écoles privées. On a notre jeunesse, aujourd'hui, c'est notre bien le plus précieux. Et je pense qu'il n'y a aucun Roubaisien qui dira le contraire. On doit vraiment faire en sorte que nos écoles soient encore plus efficaces, que la proposition qui est faite en termes de sport, de culture, d'accompagnement à grandir de nos enfants soit la plus qualitative possible. Il faut qu'on leur offre une qualité de vie, il faut qu'on leur offre une alimentation de qualité, il faut qu'on leur offre les moyens de réussir. Et si tous nos enfants réussissent, eh ben, on aura une ville transformée également par sa population. Et comment vous pensez que vous pourrez justement agir sur ces questions-là aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà des idées un peu Il y a déjà des concrètes? choses, il y a déjà des choses qui sont en cours. Par exemple, la ville de Roubaix fait partie d'un dispositif sur l'innovation dans la forme scolaire. C'est-à-dire qu'on teste dans nos écoles à Roubaix des dispositifs à l'échelle nationale pour faire en sorte que les enfants bénéficient de quelque chose de plus, qu'ils puissent mieux apprendre. Et par exemple, 5 écoles de Roubaix font partie de ce programme. Et une demi-journée par semaine, elles ont une activité avec une association dans Roubaix. Ça peut être du judo, ça peut être de la gymnastique, ça peut être aller sur le canal avec la maison de la pêche. J'ai accompagné des jeunes qui partaient une école maternelle de la Pierre de Ronsard où les enfants vont une fois par semaine, une demi-journée sur le canal. Ils y vont à pied, ils vont chercher dans la nature des insectes, ils vont pêcher des poissons. Ces enfants-là, ils sont plus résistants, c'est les parents et les enseignants qui le disent, plus résistants, moins malades. Ils sortent dehors beaucoup plus facilement. Donc ils pourront se développer beaucoup mieux. Voilà. Ben, y a des choses comme ça où on permet à nos enfants de sortir peut-être de leur cadre habituel et de se développer autrement et mieux. Eh ben c'est quelque chose qui est clé pour la ville de Roubaix et qu'on doit développer sur toutes nos écoles. Est-ce qu'il y a quand même pour vous un ou deux quartiers prioritaires au niveau, parce qu'on parle un peu de sujets, mais là au niveau de territoire géographique, est-ce que pour vous il y a un endroit en Bah, particulier où... vous le savez, hein, la plupart des quartiers de Roubaix sont en politique de la ville, donc ils sont quasiment tous prioritaires, que ce soit l'Epeul, l'Alma, les Trois Ponts, le Cul-de-Four, le Pile, l'Aulnay. Enfin, il n'y a pas de quartier qui ne soit pas prioritaire. Il y a un secteur Barbieux qui se porte beaucoup mieux et sur lequel il y a moins d'enjeux, mais finalement, il n'y a pas de quartier plus prioritaire que d'autres. Et puis on a des projets, finalement dans chaque quartier, il y a aujourd'hui des projets pour transformer la donne. Alors on va peut-être partir, parce que le temps passe, ça va très vite. Juste un mot sur le tissu associatif roubaisien. Oui. Parce qu'on sait, c'est quelque chose d'assez connu. À Roubaix, Mhm. on a énormément d'associations. C'est quoi votre position par rapport à ça? Est-ce qu'il faut davantage impliquer les associations? Est-ce qu'il faut plutôt œuvrer sur la structuration? Est-ce que aux questions des financements, comment vous voyez un peu vous la gestion de la vie associative à Roubaix? Eh bien, finalement, je viens de vous répondre avec le sujet d'avant, c'est-à-dire qu'on a des associations qui sont assez géniales à Roubaix, avec des bénévoles et puis un personnel souvent extrêmement investi. Je pense que la connexion qu'on doit faire, c'est entre ce monde associatif et tout ce qu'il peut apporter et notre jeunesse pour que le, euh, les écoles notamment bénéficient de toute cette dynamique. Donc ouais, le secteur associatif est clé à Roubaix. Un mot sur la MEL aussi, parce que vous étiez conseiller Mm. métropolitain. Alors, c'est des sujets un peu techniques souvent, parce Mm. qu'on sait que la ville, elle a des prérogatives, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire, c'est pas de son ressort, Mm. elle est en lien avec, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire, justement, vous, comment vous voyez le lien MEL ville de Roubaix, et en quoi c'est un enjeu important, et quel est cet enjeu Ouais. si elle a- Bah, la métropole, elle agit sur des secteurs du quotidien qui sont voilà, très concrets. C'est les transports, tout ce qui est mobilité, transport, les bus, les vélos, le tram, le métro. Ça, c'est la métropole. C'est aussi la collecte des déchets. Et donc, que ce soit
Les déchetteries ou la collecte en porte-à-porte des poubelles, ben ça c'est bien la métropole. Et puis la métropole, elle est également présente sur tout ce qui est énergie, par exemple les réseaux de chaleur. Le réseau de chaleur de Roubaix, c'est la métropole qui permet donc d'alimenter en chauffage, mais également en gaz, les maisons et les immeubles de Roubaix. Donc voilà, en gros, les trois grands secteurs sur lesquels la métropole agit. À chaque fois, ça vient toucher la vie des Roubaisiens, mais voilà, on ne l'identifie pas toujours très bien. Et donc, nous, aujourd'hui, à l'échelle de la métropole, on bénéficie de projets quand même d'ampleur, que ce soit le tramway, mais aussi la rénovation urbaine sur laquelle la métropole agit. Donc, on bénéficie aujourd'hui d'une aide massive de la métropole et de projets massifs de la métropole. C'est simple, hein. Il n'y a pas eu de tramway, il n'y a pas eu d'infrastructure de transport lourde depuis 25 ans sur la métropole. Le premier projet qui arrive, c'est à Roubaix avec le tramway. Et donc ça, c'est Roubaix qui sollicite ou c'est plutôt la MEL qui... Eh ben, c'est la ville de Roubaix qui, à un moment donné, avec les villes de Tourcoing, avec la ville de Hem, avec la ville de Wattrelos, vient dire à la métropole, écoutez, nous on a un projet. Voilà, on a imaginé ce projet-là. Il nous semble que cela répond aux enjeux de la métropole, et donc on le propose dans le cadre du nouveau schéma directeur des transports. Puis on a bien travaillé, on était tous autour de la table pour faire avancer ce projet, et donc c'est le premier projet qui sort, c'est à Roubaix. Question par rapport à ce nouveau mandat donc, qui est le vôtre, hein, depuis quelques jours maintenant. Euh, Quel est le plus grand risque, quelque part, que vous prenez en vous engageant et en prenant la fonction de maire de la ville? Est-ce qu'il y en a un? Ça serait lequel? Moi, je ne parlerai pas de risque, je parlerai de challenge. C'est un challenge pour moi, effectivement, de me retrouver à la tête d'une ville de 100 000 habitants avec 2000 agents à l'échelle de l'administration. Donc, et voilà, et j'ai 3 mois pour tenir cette maison quelque part. Donc, c'est à la fois c'est très court et en même temps, voilà, il y a une forme d'urgence à être au rendez-vous. Donc, il n'y a pas de risque, c'est juste que voilà, Alors, il faudra que je sois et que l'administration, voilà, qu'on travaille bien ensemble pour réussir à préparer les chantiers à venir. vous disiez, hein, dans une autre interview que vous souhaitiez aussi quand même pouvoir avoir des temps quand même pour vous, pour votre vie personnelle, familiale. Est-ce que c'est peut-être pas ça un risque? Parce que c'est vrai que le mandat que vous avez, il est compliqué peut-être à gérer. Effectivement, ça peut être, ça peut être un risque, effectivement. Bah, je pense que tout individu a besoin d'un équilibre, hein, et la famille fait partie de cet équilibre et c'est pour ça que... Vous êtes soutenu dans ce mandat. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai posé sur la table le fait que oui, moi je voulais faire en sorte quand même de ne pas mettre en péril ma vie familiale. Alors, si vous deviez adresser un message aux Roubaisiens, aux Roubaisiennes qui vous écoutent, pour certains qui vous découvrent, qui sont éloignés peut-être de la vie politique locale, ça serait lequel? Alors, moi, je pense que les Roubaisiens, je l'ai dit lors de mon discours, lors de mon élection, je pense qu'il y a tellement, et je l'ai vu encore dans la cérémonie du bénévolat hier, il y a à Roubaix tellement de gentillesse et tellement d'humanité. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et je pense que quand je vous parlais des rues de Roubaix, où tout le monde se connaît, où tout le monde finalement est prêt à se mettre autour d'une table et puis à boire un verre ensemble, je pense que c'est ça l'identité de Roubaix. Et moi je dirais aux Roubaisiens, restez vous-même. On est dans un monde dans lequel on a tendance à avoir des tensions, à vouloir mettre en exergue les tensions, les oppositions. C'est pas Roubaix ça. Roubaix c'est au contraire le vivre ensemble, c'est cette capacité à se mobiliser pour créer du lien. Et donc restez vous-même, chers Roubaisiens, restez ce que vous êtes en termes de gentillesse et d'humanité, c'est tellement vous. Eh bien, merci, Monsieur Garcia, d'avoir accepté cette invitation. Alors, il y a quand même la question de la fin, on est dans l'exclu, hein, donc c'est une question qu'on vous a déjà posée, mais qu'on vous pose aujourd'hui. Euh, dans 3 mois, il y a une échéance, et il y aura une nouvelle élection avec un nouveau maire. Est-ce que vous allez être candidat à la mairie de Roubaix? Désolé pour l'exclu, mais pour l'instant, je vais me concentrer sur la tenue de cette mairie et la remise en route de cette administration avec un apaisement qui est nécessaire suite à la tempête qu'on a pu connaître. Et donc, je vous répondrai en tant qu'il.
Merci beaucoup, merci à vous d'avoir suivi cette première édition de l'Exclu, une émission produite par Roubaix Web. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à réagir sur les différents réseaux et on espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle Exclu. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.